comment une société qui crée ces monstres s'en plaint par la suite? C'est peut-être sur cette question-là qu'on peut résumer le fabuleux film de Tim Burton qui, comme d'habitude, quand tu analyses la plupart sa filmographie un peu, il est toujours sur le thème de parler des exclus et bien plus que même Édouard aux mains d'argent, ce film-là magnifie parfaitement les thèmes favoris des films de Tim Burton. Et je dois vous avouer que en le regardant encore pour faire le sujet là, je me suis dit je vais faire le sujet puisque j'avais fait le sujet sur Dark Knight. Si vous l'avez pas vu, ça s'appelle The Soul of Gotham. N'hésitez pas à le regarder aussi. Je pense qu'il va vous plaire. Je me suis dit pourquoi ne pas faire encore le Batman Returns. J'avais essayé de faire un petit en 5 minutes et tout, un petit truc. Et après j'ai dit je vais le refaire mais avec une version un peu plus longue et beaucoup plus détaillée avec mes mots, sans pour autant aller dans trop de psychologie ou de philosophie débile, mais être plus terre à terre, parce que moi je préfère être terre à terre pour que me comprenne mieux et pas faire dans le solennel comme on dit un peu. Batman Returns, c'est un mot chef-d'œuvre galvaudé, hein, c'est vraiment un fabuleux film, et je dois vous avouer que quand j'étais petit, c'est un film qui m'a fait énormément peur. Je me rappelle un peu quand j'étais petit, à l'époque, il y avait on avait le câble et autres, on captait la chaîne Algérie. Et dans la chaîne Algérie, la chaîne algérienne qu'on captait, il y avait toujours les vendredis des diffusions un peu de films qui se passaient. Je me rappelle que j'avais vu Hocus Pocus dans cette chaîne-là le vendredi à 16h. J'avais vu Batman, j'avais vu Mad Max comme ça, et Hook aussi, le truc de Peter Pan, et l'un des films aussi que j'avais découvert pour la première fois de ma vie, c'était le Batman Returns, qui m'avait vraiment effrayé et tout, par son noirceur, par son truc, et surtout, pour un jeune gamin de 8 ans, 9 ans, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbé, parce que c'était la première fois où je voyais un film où je n'arrivais pas à identifier qui est le méchant. Je dois vous avouer, surtout même la scène de fin où le pingouin sort et j'ai l'impression qu'il va assassiner Batman et tout, et que j'étais convaincu que Batman allait mourir quand j'étais petit, quand je voyais ça. Et je dois vous avouer que j'ai eu un sentiment bizarre. C'était la première fois que je ne savais pas identifier mais qui est le méchant du film. Ça m'avait beaucoup traumatisé parce que c'est la première fois que tu vois un rapport un peu nuancé sur les choses, même si je n'arrivais pas à mettre les mots là-dedans. Je me rappelle le sentiment quand je l'avais regardé quand j'étais petit, je disais mais waouh, qui est le méchant? J'ai l'impression que même le méchant, j'ai un peu mal pour lui, beaucoup plus même que le héros. Je parle du pingouin et tout. Ça m'avait beaucoup secoué à l'époque. Et je pense pas que je suis le seul et tout. Quand on voit un peu surtout ce document que je vous sors là, j'ai découvert un peu après en faisant un peu mes recherches. Oui, ce film-là déjà avait aussi provoqué énormément de drama à cette époque, parce que justement, lui, qu'il avait été vendu comme un film pour les moins de 13 ans déjà, et qu'il y a beaucoup d'enfants qui l'ont vu et qui ont été perturbés. Les familles, vous connaissez l'Amérique est un pays conservateur, et tout, les familles conservatrices ont commencé à chialer dans cette émission que vous voyez là, et autres et tout. Were very, very defined, good versus evil. It was not real violence, rather inferred violence, and it was justice and morality and a lot of other issues that I think are missing from many of the films that we see today. Certainly from Batman Returns, certainly in your view. Batman. All right, Kara, why did you want to see the movie? Well, I thought that it would be different than it actually was, and I didn't think it would have as much violence as it did. Yeah, what did you think of it? You saw about 30 minutes of it before you left. I didn't like it. No, did it scare you? Yes. Yeah, you thought it was violent? Yes. Yeah, did you have bad dreams afterward or not? No. No, but you didn't want to stick around to the end, that's for sure. No. Yeah, Barbara, what happened 30 minutes in that made you leave? Well, I think actually in the beginning of the film, en disant que ça pervertit la jeunesse, ça prend les trucs et tout. Je pense que c'est beaucoup des éléments de ce fait-là
et tout, qui ont permis à ce que les Batman, les suites que Tim Burton n'a pas pu faire, mais qui ont été faits par Joel Schumacher sont revenus et qui étaient beaucoup trop light, beaucoup trop édulcoré, beaucoup trop dans un ton humoristique, qui a un peu ruiné les suites un peu, parce que les plaintes des parents par rapport à la noirceur et la violence et qu'ils voyaient dans ce film avait été quelque chose, et comme je peux le voir dans ce petit mini sujet là que on voyait dans cette émission américaine que je connaissais même pas, que j'ai découvert lorsque je faisais un peu mes recherches. Je pense pas que j'ai été le seul et tout, même si je pense que bon, les enfants là qui parlaient dans ce show là, étaient bien téléguidés par les parents. C'est les parents qui les disaient, vous devez dire ça. Et quelques années après, à l'époque où The Dark Knight commençait à chauffer, j'ai eu un peu la curiosité de me dire, est-ce que je veux pas revoir un peu le Batman de Tim Burton là, parce que je me rappelle qu'à l'époque quand ça m'avait fait un truc, et pour essayer un peu de comparer un peu entre les deux et tout, et je suis parti le regarder et je me suis dit, j'ai pris une claque absolue. C'était à l'époque encore, bon, je l'ai regardé même sur YouTube, à l'époque sur YouTube dans les années, fin des années 2000, il n'y avait pas encore les trucs de 1 heure, 2 heures que tu pouvais avoir sur les plugins de YouTube. Tu regardais par partie, il y avait quelqu'un qui arrivait toujours à te mettre partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5 jusqu'à partie 9, et c'est comme ça un peu que j'ai retravaillé, j'ai revu ce film là et j'ai pris une claque, parce que je me suis rendu compte de comment le film est divertissant tout en étant très noir, très complexe, et que parfaitement, c'est peut-être le film qui résume parfaitement le propos de Tim Burton dans la plupart de sa filmographie, hein, beaucoup plus même qu'Edouard aux mains d'argent. Je pense que celui-ci résume parfaitement sa filmographie. Déjà, ce qui est très amusant, c'est que c'est un film qui n'était pas écrit par Tim Burton, c'était écrit par un certain monsieur qui s'appelait Daniel Waters. Daniel Waters, c'était un peu déjà le scénariste d'un film qui est très génial, qui est un peu une sorte de coming of age movie avec Tom Cruise et Winona Ryder déjà, qui s'appelait Eaters. J'essaierai de vous faire peut-être un sujet sur ça. Ça fait partie un peu pour moi des meilleurs coming of age américains et tout, qui est un peu une sorte de Bonnie and Clyde au lycée. C'est un peu comme ça que je peux le percevoir, et tout. Et Daniel Waters, c'est tout, il a vraiment développé ce script génial avec Tim Burton sur vraiment la manière dont on traite la manière dont la société traite les monstres, parce que dans ce film-là, nous suivons 3 monstres. Le Batman, qui est un monstre créé par la corruption de Gotham, notamment par le fait que ce sont des mafiosos qui ont tué son père, comme on pouvait le voir dans le premier film et tout, ses parents, et c'est ça qui a créé vraiment justement cet enfant Bruce Wayne, et qui a horreur de la corruption, qui a horreur de la criminalité, et qui devient ce personnage de Batman là, même si souvent les critiques ont beaucoup reproché que dans le Batman de Tim Burton, surtout dans ce film, qu'il est un peu beaucoup plus absent du film et tout, et qu'il est beaucoup plus en réaction qu'en action. Il y a Catwoman aussi, qui est un personnage très central dans ce film-là, joué par Michelle Pfeiffer. Je pense que même c'est le meilleur rôle de Catwoman même au cinéma. C'est vraiment le meilleur rôle de Catwoman. Derrière le personnage de Catwoman, il y a véritablement une expression un peu du féminisme, d'une personne qui est victime d'un système patriarcal, qui est représenté par celui que je considère vraiment comme le véritable méchant du film, Max Schreck, joué par Christopher Walken. Je reviendrai après lui. Elle a un peu l'expression du féminisme, de la libération des femmes opprimées, et aussi celle qui essaie de combattre un peu le système patriarcal qui est représenté aussi par Mashrek. Je reviendrai sur Mashrek. Tout d'abord, je vais introduire le Pingouin, qui est vraiment la véritable star du film. Le Pingouin, un peu, ici, il est écrit un peu comme un Moïse inversé. Le Moïse inversé, parce que quand vous voyez déjà la première scène, si vous vous souvenez bien, il y a la première scène où on le met un peu dans, comment on appelle ça, on le met un peu dans une sorte de, je sais pas si c'est le couffin, je sais pas comment on appelle encore ce genre de truc là. En tout cas, ce truc là,
on le met un peu, oui, dans un couffin un peu, et dans le couffin parce que l'enfant, il est né d'une famille riche, mais la famille riche le rejette et le met dans un couffin et le met dans les égouts, parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait un enfant aussi, entre guillemets, monstrueux et laid. Il est rejeté par ses parents et tout, mais contrairement un peu dans le délire un peu de Moïse un peu, lui, au lieu d'être sauvé et élevé en prince, il est recueilli par des animaux et des marginaux du cirque qui reviennent, et quand il revient non pas pour libérer un peuple, mais pour se venger et conquérir de Gotham. Et c'est ça qui est un peu tragique et tout, c'est le personnage principal, le personnage tragique un peu de l'histoire, parce que derrière tout ce que le pingouin fait, on ne sent qu'une volonté de se faire accepter par ce monde-là qu'il a rejeté dès la naissance. Ça, il en revient à être un personnage tragique. Ça rappelle beaucoup Moïse un peu, mais un Moïse un peu très inversé. Il y a beaucoup de références par rapport à ça. Et puis le dernier, le véritable monstre, le véritable méchant du film, Mashrek, joué par Christopher Walken, qui est lui le véritable monstre du film. C'est lui le véritable antagoniste du film, parce que derrière ce rôle d'industriel qu'il joue, il joue le rôle d'un industriel qui est sans foi ni loi, qui n'hésite pas à manipuler un peu son beau monde pour que ça serve ses intérêts. Lui qui est un peu un industriel, je sais pas exactement si c'est sur le pétrole et tout, et qui essaye plus ou moins un peu d'utiliser le personnage du pingouin et tous les personnages qui sont autour de lui, surtout le pingouin, pour faire en sorte que le truc sur machination un peu qui permettrait à ce qu'il puisse écouler dans les égouts un peu beaucoup des éléments de son entreprise et qui puisse le générer des revenus forcément, dans une machination un peu complète. Et lui d'ailleurs, qui est sans foi ni loi, qui est il représente vraiment non seulement le patriarcat, non seulement le capitalisme, mais aussi la monstruosité qu'on a dans la société, qui est cachée sous couvert de bienséance et de respectabilité. C'est-à-dire que quand on le voit, il est un bel homme, il s'habille bien, il parle de manière très distinguée et tout. On pourrait croire que c'est un homme d'une très grande qualité, alors que derrière, ça cache manipulation, meurtre, et beaucoup de choses dégueulasses, notamment le scène où il tue le personnage de Selina Kyle, quand elle découvre un peu que toutes les machinations un peu qu'il fait un peu pour son entreprise et qu'il l'assassine complètement froidement. C'est un personnage sans foi, c'est un sociopathe. Comme la plupart je dis souvent, la plupart des CEO, c'est des sociopathes, hein. C'est des gens qui ont très peu de considération sur la vie humaine et tout. Là, en général, si vous rencontrez vraiment des gars qui sont des CEO de grosses entreprises, c'est littéralement des grands sociopathes. Ils sont pas différents des psychopathes qui assassinent les mecs, parce que eux, ils n'en ont rien à faire tant que tu ne les apportes pas. C'est-à-dire que tu es intéressant pour eux le moment où tu les apportes seulement un intérêt. C'est comme ça qu'ils voient les gens, ils ne voient pas autrement les gens. Donc, Mashrek en est la parfaite incarnation, et tout au long de ce film, on voit un peu comment plus ou moins ces personnages-là essayent plus ou moins autre et tout. Et aussi, il y a aussi le rapport entre Batman et le pingouin qui est bien traité aussi, qui est traité de manière aussi de manière aussi subtile, là où justement, il y a au-delà de Batman qui veut arrêter le pingouin par rapport aussi à son manipulation et la manière dont il veut se faire réintégrer dans la société de Gotham, il y a aussi une jalousie, parce que Batman, il est considéré comme le fric, le bizarre de Gotham, et le personnage de Pingouin vient un peu lui enlever aussi ce statut-là, parce que lui, il devient aussi le chouchou de Gotham, le fric de Gotham, après avoir fait justement cette manipulation, d'avoir sauvé l'enfant du maire et tout, qui lui permet d'avoir une adhésion un peu de la population. C'est un peu ça aussi c'est un peu le rapport qu'il y a aussi à les deux, mais c'est un film vraiment magnifique, hein. C'est vraiment un film magnifique et tout. Je pense que on peut le voir un peu tout ça dans l'autre truc. On peut voir un peu je résonne avec ce film-là parce que moi je suis quelqu'un qui résonne beaucoup avec les exclus. On fait des films, généralement la plupart des films, les exclus, ce qu'on appelle un peu les losers magnifiques et autres, et tout ce qu'on traite. Donc je résonne un peu avec beaucoup ce truc-là, parce que bon, je pense qu'un peu dans ma vie personnelle, un peu le fait d'avoir été un peu
un afro un peu qui développe de la singularité dont tu as un peu du mal un peu à fixer un peu avec tes semblables, soit avec tes semblables, mais même pas seulement avec tes semblables, avec la plupart des gens, hein, parce que quand je suis un peu avec les blancs ne savent pas vraiment comment me classifier, puisque tu as un noir un peu qui ne suit pas forcément les codes, les noirs reste pas forcément avec toi parce que tu suis pas forcément leur code aussi. S'il y avait même entre les Camerounais et les Sénégalais, j'ai du mal, hein. Je ne sais même pas si je peux rester avec les Sénégalais ou si je peux rester avec les Camerounais parce que je me suis départi de tous ces codes-là. Et quand tu développes un peu de la singularité t'amène à ce que tu vis un peu dans une sorte de forme de solitude. Mais bon, c'est souvent un peu le prix à payer quand tu t'émancipes un peu de certains codes. Donc c'est pour ça que j'arrive un peu à connecter avec justement ce film-là et notamment le personnage du pingouin qui il a entretiré entre deux mondes, le monde qu'il a adopté qui est le monde des égouts et le monde des bas-fonds et tout, et le monde dans lequel il veut vraiment être accepté, le monde des humains, le monde de Dieu qu'il a rejeté. Et ce qui est encore triste, c'est quand on voit un peu la fin du film, comment quand à un moment donné la situation commence à le tourner, même le monde qui pensait que c'était un monde qui était acquis à sa cause, c'est-à-dire le monde des égouts, le laisse tomber et tout au moment où tout son truc le perd. Et au final, ceux qui n'ont été que ces excusez-moi, ceux qui n'ont été que ces comment on appelle ça, les gars qui l'ont supporté, c'était vraiment les pingouins, d'où la fabuleuse scène où on voit les pingouins qui le portent, ça n'a été les animaux. Au final, les animaux lui ont montré beaucoup plus d'humanité que les propres êtres humains. C'est un peu le propos un peu fort un peu de Tim Burton dans ce film, où que les monstres, il n'y a pas plus monstrueux qu'un être humain au final. Et je trouve que ça fait partie un peu des trucs qui me plaisent dans ce film là. Un film que si on compare un peu avec The Dark Knight et The Batman, pour moi ces trois là sont les trois meilleures adaptations cinématographiques un peu de Batman, en tout cas tous différents des autres. Le Batman prenait un peu un côté un peu psychological thriller un peu qui pouvait rappeler Seven. The Dark Knight c'est un peu un polar à la Heat, Heat de Michael Mann un peu. Et The Batman Returns, c'est un peu comme les films gothiques d'expressionnistes allemands, un peu à la Nosferatu et ce genre de trucs là. Il y a beaucoup d'aspects qui rappellent un peu Nosferatu et tout. Et c'est un film qui a bien vieilli, un film qui a été très mal accueilli, hein. Bon, accueilli de manière, pas mal accueilli, mais comment dire le mot, il y avait des critiques qui étaient un peu mitigées, voilà, c'était ça, par rapport un peu au premier film qui était beaucoup plus apprécié par rapport à sa structure linéaire. Je parle le premier film avec Jack Nicholson que Tim Burton avait fait. Et Batman, je veux parler. Et le deuxième film, après le succès du premier, le deuxième, on l'a donné carte blanche pour faire tout. Et c'est là où il a justement développé les thèmes qu'il aime beaucoup développer, les monstres, les exclus, etc. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas été accueilli de la meilleure des manières, hein. On a tout dit, on les a tous insultés, on les a trucs. Après, vous avez vu encore la polémique que je vous parlais au début sur les associations qui venaient de tomber dessus en disant oh là, vous faites quoi là, vous pervertissez nos enfants. Et au fil du temps, comme d'habitude, les gens oublient même complètement le premier film. Il est classé maintenant parmi les plus beaux films jamais faits dans les années 90, parmi les meilleurs films de super-héros. Moi, je le classe tout juste deuxième, égalité avec The Dark Knight parmi les films soi-disant de comic book, films de super-héros légendaires, même pas seulement film de super-héros, mais un des grands chefs-d'œuvre un peu des années 90, très mal compris, peut-être trop en avance un peu, parce que si ça sortait maintenant ou dans les années 2010, je pense qu'on aura un autre regard sur ce genre de film-là, sur Batman Returns.
Mais c'est une fabuleuse œuvre, qui a très bien vieilli, les meilleures performances de l'anime de Vito au cinéma, performance incroyable aussi de Michelle Pfeiffer en Catwoman, que je reste toujours convaincu qu'elle a la meilleure Catwoman. Zoe Kravitz n'a été pas mal dans The Batman, mais la meilleure Catwoman restera toujours Michelle Pfeiffer. Elle a donné quelque chose, une folie, un truc. Elle aussi, que je pense aussi à cette époque-là, bon, elle est un peu une rebelle un peu dans la vie. Donc je pense que le rôle lié ici est très 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 bien. C'est pour ça que le rôle de Catwoman d'Anna Thaoué est un peu étonne pas, parce que Anna Thaoué c'est vraiment c'est pas une bad girl dans son licence. Donc ça sonne un peu, je dis pas que c'est mauvais, mais ça sonnait un peu forcé un peu, alors que Michelle Pfeiffer, oh ouais, quand tu regardais même un peu le parcours de vie de Michelle Pfeiffer, le rôle là a été fait pour elle et tout. Et c'est un film que je peux vous conseiller de le regarder pour ceux qui l'ont déjà vu, de le revoir encore avec des yeux d'adulte, des yeux un peu d'adulte à filmer. Je pense que vous le regarderez avec un autre œil et tout. Et comme le dit souvent, je pense que c'est même un film qui peut plaire à des gens qui ne sont pas forcément fans de films de super-héros, mais qui aiment seulement le cinéma et des thématiques un peu très passionnante, et c'est ce que je peux vous proposer. En tout cas, je voulais en faire un peu un sujet un peu plus long, un peu plus développé, mais tout en étant toujours très accessible, et je pense que je l'ai réussi un peu à le faire avec ce Batman Returns. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.